news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale, clôture du 27e congrès de l'UPU, Abidjan 2021. Cérémonie de clôture ce vendredi 27 août 2021 du 27e congrès de l'Union postale universelle Abidjan 2021, présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jérôme Patrick Achi, suivi de 2 conférences de presse en matinée et dans l'après-midi. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce vendredi 27 août 2021 est marqué par la clôture du 27e congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire. Il est 9h30 lorsque le directeur général sortant du Bureau international de l'Union postale universelle monte au pupitre pour son allocution. This congress is historic in 2 ways. It is the first that has happened in sub-Saharan Africa. The first one was held in Egypt in 1934. It's also the first hybrid congress of the Union. We were able to gather more than 100 countries physically present and the rest participating remotely using technology. Puis ce fut au tour du secrétaire général adjoint sortant de l'UPU d'origine suisse, M. Clivaz Pascal, de faire son allocution de clôture. En ma qualité de secrétaire général adjoint, en ma fonction de président du comité d'organisation du Bureau international de ce 27e congrès, je remets mon tablier avec le sentiment d'une immense fierté. Je n'étais évidemment pas seul dans cette épopée et que toutes celles et ceux de Côte d'Ivoire et de Berne trouvent dans mon propos l'expression d'une véritable et immense gratitude. C'est un résultat d'équipe, l'échec n'était pas permis et donc le succès est au rendez-vous. Après quelques allocutions diffusées en vidéoconférence et de certains représentants des pays membres, puis ce fut au tour du président du congrès de l'UPU, M. Souleymane Diakité Koti de Côte d'Ivoire, de s'exprimer. Il est 11h18. Nous voici au terme de nos travaux. 3 semaines durant, nous avons ensemble fait le point des actions menées pendant le cycle écoulé et adopté les réformes que nous avons jugées nécessaires pour une meilleure efficacité de notre organisation commune qui est l'Union postale universelle, UPU. Comme vous le savez, ces réformes seront mises en œuvre durant le cycle 2021-2025 dans le cadre de la stratégie postale d'Abidjan. Nos échanges ont été très intenses, mais nous avons toujours su préserver l'essentiel, à savoir la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre organisation. Une séance de clôture qui a vu aussi la prise de parole du ministre ivoirien de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, M. Roger Adom. Durant ces 3 dernières semaines, cet édifice, qu'est l'Hôtel Ivoire, a accueilli des centaines de congressistes venus de partout dans le monde. Et cela m'a fait penser à 2 grands hommes que sont Feu le président Félix Houphouët-Boigny et à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le premier cité a pensé en 1963 à construire cet hôtel. Le président actuel, notre président, a réussi à poursuivre son œuvre et à faire revenir la Côte d'Ivoire dans le concert des nations grâce à son leadership éclairé. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage et de remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'organisation de ce congrès. Il est 11h31 lorsque la parole revient au Premier ministre, chef du gouvernement M. Patrick Achi, pour son discours de clôture du 27e sommet de l'UPU qui, malgré la Covid-19, a battu un record de participation avec 150 pays sur 192 présents en Côte d'Ivoire. Une réussite totale. Nous voici donc au terme du 27e congrès de l'Union postale universelle. Pour ce premier sommet organisé en Côte d'Ivoire et sur le continent africain depuis 1934. Que de joie, que de fierté et que d'émotion. C'est donc avec ces sentiments profonds, mesdames et messieurs, que je m'adresse à vous au nom de l'Afrique, représentée par tous ces délégués ici présents, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi que du peuple ivoirien,
pour vous dire du plus profond de notre âme, merci. Merci d'avoir permis à ce rêve de tout un continent de devenir une réalité. C'est alors que le Premier ministre a quitté l'auditorium pour le centre de presse où il était fort attendu par la presse nationale et internationale. L'équipe de CNN était là pour vous. Le médiateur M. Alain Toussaint introduit sur le pupitre le Premier ministre, chef du gouvernement M. Patrick Hachi, pour son bilan face à la presse. Et à la concertation générale de la presse, une question à 2 volets lui sera posée. Monsieur le Premier ministre, je vous invite. Donc, compte tenu de l'agenda de Monsieur le Premier ministre, notre rencontre, en tout cas son intervention ici sera très, très brève. Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous quelques mots au moment où va se clore, où s'est clos ce 27e congrès universel. Et c'est avec, bien sûr, un sentiment de très, très, très grande fierté que nous avons, bien sûr, prononcé ce discours de clôture, en commençant par traduire tous, autant que nous sommes, nos sentiments de gratitude infinie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien constant et permanent tout au long du processus de préparation qui a conduit à l'événement de ce congrès extraordinaire. La première retombée de ce congrès, c'est que celui qui organise le congrès, de facto, est président du conseil d'administration, donc président du congrès au cours des 4 prochaines années. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va diriger au niveau le plus élevé, en tant que président de l'UPU, pendant 4 ans, la poste du monde. Ça, c'est la première fois que cela arrive, je dirais, pour le continent africain. Comme c'était la première fois qu'on avait un directeur général, aujourd'hui c'est la première fois, non seulement qu'on l'organise sur notre terre, mais qu'un Africain est président d'une organisation mondiale postale aussi importante. Ça nous impose donc de faire pour notre propre poste des réformes et des transformations extrêmement profondes, mais pour lesquelles, puisque nous assurons la présidence, toutes les postes du monde seront engagés à nous aider à réussir. Pendant 4 ans, on va tirer le profit, le bénéfice de l'enrichissement des postes ici les unes et les autres qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont déjà loin devant nous. En tout cas, en Occident, elles seront prêtes à partager avec nous cette expérience. Pour certaines, seront prêtes à nous financer. Donc, je pense que pour notre poste, c'est un gain, bien sûr, qui est incalculable et sans nom. Et enfin, pour conclure, je reviens là-dessus, c'est l'image du pays. C'est l'image du continent. La presse nationale et internationale a posé autour du Premier ministre pour la photo de famille de clôture. C'est alors que la délégation du Premier ministre a quitté les lieux. Après une pause déjeuner méritée, le ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du Service public, M. Roger Adom, a bouclé cette journée de clôture du 27e congrès de l'UPU par une conférence de presse, la dernière d'une longue série, comme l'a si bien annoncé le modérateur Alain Toussaint. Ce matin, le Premier ministre a tellement bien parlé que j'ai peur même de prendre la parole pour ne pas déformer ses propos, puisque vous avez vu en lui une bonne maîtrise du sujet. Il vous a présenté tous les enjeux du Congrès. Il vous a dit ce que nous avons fait. Et bon, je ne pense pas que j'ai quelque chose à rajouter. Ce que je dirais ira dans sa même veine. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Bon, on était confiants, puisque quand on passait voir la presse, on passait vous voir une semaine avant le congrès, on nous demandait à chaque fois, est-ce que nous sommes prêts? On répondait oui. Mais bon, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donc avant, il y avait plein de schémas. Donc c'est facile de dire, je suis prêt, on est prêt. Mais quand les travaux ont commencé, nous avons réussi à prouver que pendant 3 semaines, nous avons été prêts et que nous étions, excusez-moi d'utiliser trop le mot prêts à relever les défis. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur postal est un secteur régulé. Donc pour dire qu'on fait le métier de la poste, il y a des règles et il y a des lois. Et la Côte d'Ivoire est un état de droit. Et donc nous devons faire en sorte de respecter les règles et les lois. Je ne veux pas m'attarder spécifiquement sur les chauffeurs-livreurs. Mais il est important que tout un chacun connaisse la loi de règlement postal.
nous avons en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle un service postal universel. Le service postal universel dit ceci. Toute lettre de moins de 2 kg envoyée entre deux personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, rentre dans le cadre du service postal universel. La dernière photo de famille marque ici la clôture du 27e congrès de l'UPU. Le rideau vient de tomber sur le 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de réussir son pari. Depuis l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire, où Simone Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarra au micro pour CNN. Au total, 182 913 nouveaux électeurs potentiels ont été inscrits sur les listes électorales d'Elections Cameroun à la clôture des opérations du 31 août dernier. C'est du moins ce qui ressort des statistiques présentées par le directeur général d'Elections Cameroun, le Dr Eric Essoussé, ce jour à Yaoundé, lors du point de presse tenu à cette occasion. Selon le directeur général, on compte désormais 7 58 182 citoyens camerounais inscrits sur les listes électorales en attente d'assainissement. Les inscriptions sur les listes électorales au titre de l'année 2021 ont été clôturées hier, comme vous le savez bien, sur toute l'étendue du territoire national et dans les points focaux de la diaspora, conformément à l'article 74 alinéa 2 du Code électoral qui dispose que la révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s'achève le 31 août de chaque année. Ces inscriptions se sont déroulées dans le respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. Les commissions de révision des listes électorales ont travaillé dans la discipline et le respect des dispositions du Code électoral. Elles ont effectué leurs travaux sous la supervision du Conseil électoral et la coordination de la Direction générale des élections. Au terme des opérations d'inscription sur les listes électorales de cette année, nous avons enrôlé 182 913 inscrits, parmi lesquels 116 631 hommes, soit 65,79%, 66 282 femmes, soit 34,1%, 131 778 jeunes qui représentent 72,04%, 187 personnes handicapées, soit 0,09%. Le nombre d'inscrits non toilettés sur les listes électorales est de 7 58 122 et compte 3 761 159 hommes, soit 53,28%, 3 296 663 femmes, soit 46,71%, 2 677 674 jeunes qui représentent 37,94%. Il convient de préciser que nous avons inscrit 167 836 citoyens de plus par rapport à la révision 2020, soit une augmentation de 91,76%. Ceci est l'expression du discernement dès le taux du Covid-19 qui a permis à nos démembrements de se déployer sur le terrain, évidemment dans le respect des mesures barrières. Le docteur Eric Essoussé a également profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude aux parties prenantes qui ont participé au processus, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile, les autorités administratives, les médias et les forces de sécurité. Il a aussi exhorté des personnes inscrites sur les listes électorales à retirer leurs cartes auprès des antennes du Conseil délécat. Ce mardi 24 août 2021, après un déjeuner qui a sanctionné une matinée très chargée en débats et échanges fructueux sur la bonne marche de la poste dans le monde, l'après-midi est sans relâche. Il est 13h56 lorsque le Niger, par son directeur général des postes du Niger, très attendu à la conférence de presse quotidienne qui verra la présentation de la poste nigérienne et le sentiment qui anime M. Idrissa Kane depuis le début de ce congrès. Bon, je pense que j'introduirai un peu plus les éléments d'information à travers les questions. Sinon, on est
très content d'être là en Côte d'Ivoire, qui est notre pays comme tous les Africains qui sont venus ici. Monsieur Alain Toussaint, modérateur, explique le déroulé qui durera 3 quarts d'heure aux conférenciers face à la presse nationale et internationale. Nous, à la Poste du Niger, bien heureusement, on ne nous avait pas retiré les services financiers, mais c'est une poste pour laquelle qui a été laissée avec beaucoup de problèmes. Et face, on va dire, au développement et à l'environnement changeant, qui va aller très vite, les postes très vite dans beaucoup de pays ont semblé obsolètes. Donc maintenant, je vais répondre un peu plus à votre question. Il s'agit pour nous de se réinventer, de trouver la capacité à être, au diapason des besoins qui sont, comme vous le savez, on est dans une époque où les gens veulent très vite les services et veulent très vite, la qualité de service. Nous avons remarqué, en tout cas nous c'est notre stratégie, au-delà des problématiques des courriers colis à travers les e-commerce, etc., donc à la digitalisation des services qui est inévitable. Pour moi, ce qui va faire sortir les postes, le secteur postal d'un certain marasme dans lequel il est, c'est les services financiers. Au fil du temps, l'État doit comprendre qu'on a un formidable outil de développement. Vous voyez, il convient de savoir que l'aménagement des territoires passe aussi par les postes. Une photo de famille pour symboliser cet instant et CNN, la télévision autrement, a recueilli l'impression du conférencier. À 16h25, place au président directeur général de la Poste du Mali, M. Ibrahima Aïdara. Alors, comme toutes les postes, mais je dirais que la poste malienne particulièrement a connu des moments extrêmement difficiles. Je peux dire que nous avons une situation qui est un peu similaire à la poste de la Côte d'Ivoire, parce que vous savez, avec la politique d'ajustement structurel imposée par la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, la poste malienne a été obligée à un moment donné de se débarrasser de ces services qui fonctionnaient, notamment les services financiers, mais aussi les services télécoms. Et pire, c'est que la poste a été obligée de garder les passifs de l'entité qui regroupait ces 3 activités-là. Donc, résultat, on s'est retrouvé avec une structure postale, une administration postale qui ne faisait que du courrier et qui était censée quand même rembourser le passif qui s'élevait à plusieurs milliards de la structure précédente. Et donc, vous comprenez naturellement que la structure même, elle a démarré avec beaucoup de difficultés. Et au-delà de ça, le secteur petit à petit a été ouvert à la concurrence. Et comme vous le savez, dans nos pays, malheureusement, il y a une concurrence anarchique qui s'est mise en place et qui est entretenue par les transporteurs, qui, au passage, je le signale, sont interdits de transport mixte dans nos pays, c'est-à-dire la loi les interdit cela. Mais malheureusement, c'est un système qui est en place et qui crée justement cette concurrence anarchique et déloyale face à nos structures. Et donc, c'est dans cet environnement que la poste malienne a évolué. Et donc, et au-delà de l'avènement aussi de la digitalisation. Et donc, avec l'avènement de la digitalisation, il faut savoir quand même qu'à un moment donné, nos autorités n'ont pas su prendre, en tout cas nos autorités postales n'ont pas su prendre la digitalisation comme une opportunité, mais plutôt comme une menace. Une photo de famille avec les représentants de la presse et de manière décontractée, le président directeur général des Postes du Mali a tenu à s'exprimer au micro de CNN. Peut-être tirer une leçon est prématuré parce que nous sommes dans la phase finale du processus. Mais je peux déjà dire d'ores et déjà que le bilan à mi-parcours est satisfaisant. Je l'ai dit tantôt, d'abord nous avons su maintenir la cohésion au moment où c'était assez difficile. On a même failli enlever le congrès de sa substance. Et finalement, on a pu trouver des terrains. À chaque fois qu'on est arrivé à un certain niveau de difficulté, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente pour s'en sortir. Donc je peux dire que pour le moment, j'ai ce sentiment de fierté, surtout que le Mali s'était engagé dès le début du processus à accompagner la République sœur de Côte d'Ivoire dans l'organisation de ce rendez-vous très important qui revient chez nous 87 ans après l'Égypte. Alors, au sortir de ce congrès, nous souhaitons quand même, comme je l'ai dit dès le départ, que nous puissions disposer d'une stratégie postale pour le prochain cycle intelligente qui tient compte des spécificités de nos pays et qui tient compte des difficultés que nos pays traversent. À 72 heures de la fin de ce 27e congrès de l'UPU, on peut féliciter la Côte d'Ivoire pour cette organisation. Nous sommes à 3 jours de la fin du 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. Depuis le Sofitel Hôtel Ivoire, Ousmane Koulibaly à la prise
images et Aminata Diarasbo, micro pour CNN. Il s'est tenu ce jour à Yaoundé au Centre culturel camerounais, en séminaire d'une durée de 2 jours, axé sur le renforcement des capacités et techniques des personnels mis à la disposition du ministère des Arts et de la Culture par le ministère de la Formation professionnelle et administrative. Le nouveau personnel du ministère des Arts et de la Culture déployé à l'ensemble national est à l'école de la déontologie administrative. Il sera question dans les jours à venir de descendre sur le terrain, mobiliser, sélectionner des talents qui viendront nourrir les différentes sections techniques opérationnelles de l'ensemble national qui sont le ballet national, l'orchestre national et le théâtre national. Et bien évidemment, ceci s'adossant sur les orientations stratégiques qui sont déclinées dans la nouvelle stratégie nationale de développement SND 2030. Dans son adresse à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, Blaise Kenny, a souligné tous les enjeux de cette formation adossée sous le thème « Appropriation des compétences professionnelles, gage de la contribution efficace et efficiente de l'ensemble national au développement économique et social du Cameroun ». L'exigence est une panacée incontournable. Elle devrait déboucher sur l'intégration et l'internalisation du triptyque opérationnel et managérial en vigueur aujourd'hui dans tous les établissements publics qui se veulent modernes, conquérants et épris de soucis et de performances structurelles et organisationnelles, à savoir l'alliage de compétences, d'efficacité, production, résultat avec les moyens de coût, d'efficience, utilisation judicieuse des ressources et de pertinence, conformité des résultats aux attentes des clients. Tout au long de ce séminaire animé par des experts à la matière, il sera question d'entretenir les participants sur la déontologie de la communication administrative, sur la structuration du mouvement artistique et culturel, ainsi que sur la stratégie de mobilisation des artistes dans l'ensemble du pays. On se croirait à un concert de musique hollywoodien. Bien sûr, on n'en est pas très loin de là. Ces jeunes gens sont des artistes musiciens du groupe Tous pour un pour tous, bien connus des habitants de la cité capitale pour leurs œuvres musicales de tout genre qu'ils font connaître au grand public dans les coins de la rue depuis belle lurette. Après une demande effectuée auprès du super maire de la ville de Yaoundé, ce groupe de personnes malvoyantes a vu son vœu être exaucé. Ils ont reçu ce jour du matériel de musique flambant neuf au cours d'une cérémonie de circonstances présidée par le deuxième adjoint au maire de la ville de Yaoundé, Flavienne Enoa. Nous avons nous-mêmes suivi ce groupe et lorsque ce groupe a présenté sa demande, le maire de la ville a estimé qu'il était bon qu'on leur offre ce don aujourd'hui pour qu'ils puissent bien travailler et qu'ils ne soient pas considérés comme des gens à part, mais des personnes à part entière. Du matériel constitué pour l'essentiel d'une guitare électroacoustique, de 2 micros à fil, d'un piano 273, d'une console à 4 pistes, 2 enceintes sonores EP1010 et d'une batterie complète. Un véritable arsenal d'instruments professionnels de musique qui n'a pas laissé le chef d'orchestre de ce groupe indifférent. Je n'aurais pas imaginé que monsieur le maire, le super maire, allait manifester cette, je sais pas quoi dire, allait vraiment aller je sais pas. En fait, je dis merci beaucoup au maire de la ville et j'ajouterai qu'il soit rassuré de ce que nous en ferons bon usage. Les échos très certainement parviendront à ses oreilles. Cette réponse du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, à cette couche sociale défavorisée est un geste qui vient apporter non seulement du sourire, mais aussi et surtout renforcer le sentiment de reconnaissance et d'acceptation de ces personnes atteintes de handicap dans la société. Les membres du groupe qui ont sollicité ce type de matériel. Et vous savez qu'il existe déjà des écoles qui permettent une sorte d'adaptation. Donc il s'agit d'un matériel de musique
Et je suis convaincue qu'ils seront capables de l'utiliser et qu'ils l'utilisent même déjà. Mais ce matériel n'était tout simplement pas à leur disposition. Avec ce nouveau matériel, le groupe Tous pour un pour tous, est plus que jamais engagé à faire déguster aux amoureux de la musique ses plus belles créations sonores. Donner du sourire aux enfants orphelins et vulnérables, telle est la mission dont s'est investie l'association humanitaire sans frontières et le mouvement citoyen des franquistes pour l'unité, ce 26 août en Bankomo, dans le département de la Mofu à Kono. Une cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, et d'Apolline Fleur-Blaze, marraine de l'événement, par ailleurs coordinatrice du mouvement des franquistes. En cette veille de rentrée scolaire, environ 500 enfants orphelins et vulnérables de la commune de Bankomo ont reçu des mains de la promotrice de l'association humanitaire sans frontières Huguette Akamba un important don de matériel scolaire. Ce, en présence du sous-préfet, du maire de la localité et de plusieurs autorités traditionnelles et religieuses. Il s'agit pour l'essentiel des cahiers, des livres, des sacs de classe, des stylos, des denrées alimentaires et de matériel sanitaire. Pour la promotrice et la marraine de cet événement, cette action humanitaire aux couches sociales les plus démunies est une œuvre qui doit pouvoir se perpétuer avec la participation effective de tous. Nous sommes nous-mêmes orphelins. Voilà, nous pensons qu'il y a des enfants quelque part qui n'ont pas de soutien et qui ne sont pas connus, qui ne sont pas entendus. Alors ils ont besoin de quelqu'un qui les ouvre une voie pour qu'ils se fassent entendre. Alors nous avons créé cette association. Bankomo a été choisi parce que nous avons trouvé ici des gens avec un grand cœur à donner et à soutenir. À l'exemple de Madame Blaze, je cite de Monsieur le maire présent, M. Fouda Junior. Alors, comme l'a si bien dit Madame le ministre, une main n'attache pas un main. Pour avoir ce tout, ça a été tout ce mélange. Alors nous lançons un appel de plus aux âmes de bonne volonté pour venir en aide et soutenir ces orphelins pour leur encadrement, parce que nous n'allons pas nous limiter juste aux dons. Il faut leur préparer un avenir, une insertion, pourquoi pas un métier. Alors nous lançons un appel pour tous ceux qui ont la volonté et le cœur sous la main à pouvoir les aider à se rapprocher de nous qui sommes un peu leurs vitrines. Je voudrais dire aux parents, surtout comme je sais que ces parents-là, la plupart n'existent plus, parce que c'est beaucoup plus les orphelins. Il y a quand même aussi les couches les plus vulnérables dont ils ont des parents. Je voudrais leur assurer que le Cameroun donne toujours un sourire même à ceux qui n'espèrent plus. Alors, la jeunesse, c'est elle qui porte l'espoir du pays et c'est le fer de lance. Et je voudrais qu'on n'oublie jamais tous ces petits enfants-là qui seront notre public du lendemain. Cette remise de matériel scolaire aux enfants orphelins est une initiative saluée et appréciée par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, et du maire de la commune de Bankomo. Les enfants appartiennent à une famille et je pense que chacun de nous est interpellé pour apporter sa modeste contribution. Et effectivement, je salue l'initiative de cette association humanitaire qui a pensé à plusieurs enfants, vous avez dit 600, en détresse la veille de la rentrée scolaire. Je dois aussi saluer Madame Blaze parce que nous sommes dans sa concession à Bingela, dans l'arrondissement de Bankomo. Et Madame Akamba est, disons, la locomotive. Mais une locomotive ne peut pas avancer s'il n'y a pas de wagon. Donc c'est une excellente initiative qui va donner du sourire à ces enfants qui allaient certainement pleurer, faute de fournitures scolaires la veille de la rentrée, et même faute de denrées alimentaires de première nécessité. Le fait que cette association ait choisi de venir ici à Bankomo, c'est un honneur et c'est une fierté pour nous. Alors les populations de la commune de Bankomo ne peuvent que leur exprimer la gratitude. Et effectivement, comme vient de le dire la marraine de cette action,
Nous voulons aussi par ce geste exprimer notre gratitude très profonde au président de la République qui, par lui, par une main certainement, peut-être lointaine, agit ici en Bankomo pour nos enfants. Ce geste représente un grand ouf de soulagement pour les bénéficiaires et leurs proches. Je suis contente d'avoir ce don et je suis fière des parents qui ont donné leur amour pour nous, les orphelins de Bankomo, et merci à Madame Blatt de nous avoir invités dans sa maison. Je remercie très gentiment aux gens qui nous ont donné ces choses. Pour l'association humanitaire Sans Frontières, le droit à l'éducation est un droit fondamental. Sans éducation, il n'y a point d'avenir. C'est donc une rentrée scolaire assurée sur le plan matériel pour ces enfants enthousiastes de reprendre le chemin de l'école dès le 6 septembre prochain. Le maire de la ville Luc Messi à Tangana a procédé à l'inauguration de 100 nouveaux camions du service de collecte d'ordures ménagers ce 27 août à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. La présentation de ces camions du service de collecte des déchets s'est faite en présence du gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Beya, de l'ambassadeur de France au Cameroun, du préfet, des maires des 7 communes d'arrondissement de Yaoundé. Ces nouveaux camions auront pour mission de renforcer la collecte des ordures dans la ville de Yaoundé dans le cadre de la grande campagne d'hygiène dont le lancement officiel s'est fait ce jour avec à la clé un jeu concours du quartier le plus propre de la ville. Au niveau de propriété sera évalué et primé par la communauté urbaine de Yaoundé, mieux par la mairie de la ville de Yaoundé, à travers les concours de premier concours, quartiers les plus propres de chaque arrondissement ou de chaque commune d'arrondissement. Le deuxième type de concours des quartiers les plus propres au niveau de la ville de Yaoundé, c'est-à-dire au niveau du département du Mfundi, parce que la communauté urbaine de Yaoundé a des limites territoriales qui se confondent, qui sont identiques avec celles du département du Mfundi. Troisième type de concours des marchés les plus propres de la ville. Quatrième type de concours enfin, concours des plus beaux jardins de la ville de Yaoundé. C'est le lieu, d'une part, de saluer les efforts de la société Isakam, partenaire de la communauté urbaine de Yaoundé en matière non seulement d'enlèvement et de traitement des ordures, mais aussi en matière d'assainissement de la ville en général. Et d'autre part, de féliciter le président directeur général de cette société, Isakam, suite au renforcement des capacités d'intervention de son entreprise à travers les 100 camions neufs supplémentaires que nous avons devant nous. Preuve que, avec la mairie de la ville de Yaoundé, ces dynamiques populations comprises et le partenaire stratégique Isakam, Yaoundé dispose de gages suffisants pour être davantage et de manière permanente une ville propre. Après la réception des 100 camions de service de ramassage d'ordures dans la ville, le maire de la ville de Yaoundé s'est rendu dans les 7 communes d'arrondissement de Yaoundé pour s'assurer de l'effectivité de cette campagne de propreté dans les différents quartiers. Il s'agit d'un concours d'hygiène et de salubrité qui s'étendra du 27 août au 28 septembre et primera les quartiers les plus propres de la ville de Yaoundé. Dès le lancement, les citadins sont dans la mouvance et se prêtent au jeu. C'est précisément le cas dans la commune arrondissement de Yaoundé 5e où Augustin Bala est à pied d'œuvre. Depuis notre arrivée à la tête de la commune de Yaoundé 5, nous avons pris le problème de la propreté à cœur. C'est l'une de nos priorités parce que nous voulons être dans une commune propre où il faut bon vivre. Et nous avons à cet effet créé une brigade permanente de propreté qui s'attelle chaque jour. Une initiative encouragée par le gouverneur de la région du centre. La ville de Yaoundé doit avoir une autre attitude vis-à-vis la collecte des ordures, vis-à-vis donc de la façon dont ils déposent même les ordures de ménage. Ils doivent donc savoir que nous devons montrer d'exemple à nos délégations qui vont arriver. Pour ce faire, ils doivent donc ne pas jeter les ordures à même le sol, alors qu'il y a les bacs qui sont là.
Isakam va pendant un mois, avec la mairie de la ville, essayer de respecter les heures de collecte. Donc toutes ces populations, quand ils vont attendre le klaxon de Isakam, ils doivent donc sortir avec les ordures, comme on fait dans d'autres villes, pour mettre dans les bacs à ordures Isakam. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas continuer dans l'insalubrité et dans le désordre. Yaoundé ville propre, c'est d'abord viabiliser son environnement immédiat, sa maison, son comptoir, sa rue, puis son quartier. À quelques mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en terre camerounaise, Yaoundé entend d'abord remporter son premier trophée, celui de la propreté, afin d'offrir aux visiteurs un cadre propre et accueillant pour la réussite de cette compétition africaine. Même si la nature des prix de ce concours lancé par le maire de la ville n'est pas encore dévoilée, le suspense semble davantage motiver les citadins à s'impliquer. Après plus de 5 ans de crise interne, les 3 fractions de la Confédération des syndicats des travailleurs du Cameroun se sont enfin réunies ce 28 août à un même congrès qui a abouti à l'élection d'un nouveau bureau de la Confédération composé de 65 membres venant des 10 régions du pays. Des élections qui se sont déroulées dans la fiabilité en présence du représentant personnel du gouverneur de la région du centre et des professionnels des médias. La CSTC a un nouveau président à sa tête, Eugène Makembe, élu au sorti de cette élection qui a connu bien de rebondissements. Le choix de la majorité s'est exprimé sur lui. Sa joie est immense. Pour lui, la CSTC doit prendre un nouvel envol. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel qui me donne la possibilité d'être le premier responsable de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Le travail n'a pas été facile, mais je bénis Dieu pour les forces qu'il a données à chacun de nous. Maintenant, en ce qui concerne ce premier mandat que je prends pour 5 ans, je veux une CSTC plus forte que jamais, dans le sens de rassembler tous les camarades qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ma deuxième préoccupation, c'est un peu la pérennisation de notre mouvement, pour que nous puissions garder notre schéma et notre échiquier national dans le fonctionnement du mouvement. Troisièmement, je voudrais que la CSTC puisse reprendre, ses marques, à savoir la première centrale. Mon premier défi, c'est les élections du mois d'octobre qui arrivent, où nous aurons besoin d'avoir une majorité des délégués du personnel dans l'ensemble du territoire national. Je sais que nous avons, des forces exogènes et endogènes qui veulent détruire la CSTC, mais cette CSTC, donc, je suis né, parce que j'entre dans le bureau confédéral de la CSTC en 90, de 1980 à nos jours, j'ai fait un long parcours. Donc ce n'est pas au hasard que les camarades ont souhaité que cette fois-ci, que je prenne la présidence. Mais j'ai toujours été trésorier national, etc. Donc, ces forces négatives, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu, mais seulement c'est la CSTC qui gagne. Parce que nous rentrons dans une phase de paix. Et j'ouvre mes mains pour les camarades qui hésitent encore. Ce bateau est en marche, il y a encore de la place pour tous les camarades. Mais avant d'arriver à ce résultat, cela n'a guère été une tâche facile. C'est le fruit de plus de 9 mois de médiation et d'intermédiation, conduit par le docteur Ernest Nzuga Ditanji, avocat international expérimenté et enseignant des universités. Il est par ailleurs fondateur des avocats en technique de médiation et arbitrage. Pour le médiateur consultant de la Banque mondiale et fondateur de la SCPA Duga et Color Fame, un cabinet d'avocats basé à Yaoundé au Cameroun, c'est une mission bien accomplie. Je suis un homme comblé après 9 mois de médiation et d'intermédiation entre 3 factions. Et vers la fin de la médiation, une 4e faction qui s'est érigée et au lieu de venir sur la table des discussions, des négociations, du dialogue, a plutôt préféré saisir les tribunaux. Et à 16h20, hier soir, le juge du référé a déclaré sa demande
irrécevable pour défaut de qualité. Je ne peux être qu'un homme heureux et comblé. Je pense que c'est une mission réussie et qui tire vers sa fin. Le nouveau bureau exécutif de la Confédération des syndicats des travailleurs du Cameroun doit pouvoir relever les nouveaux défis qui mettent l'emploi des travailleurs en danger au sein des entreprises depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19. C'est du moins ce que laisse entendre le délégué départemental de la région du Centre pour les travailleurs. Le ton est d'en donner avec ce vent nouveau d'unité qui souffle désormais au sein de cette confédération pour construire des lendemains prospères. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent.